Alors, la mondialisation, on sait tous qu'elle connecte la planète. Ça, c'est un fait. Mais attention, elle ne le fait pas du tout de manière égale. Loin de là. En réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine une hiérarchie, une sorte de carte du monde super claire. Avec d'un côté des centres de commandement et de l'autre, eh bien, des territoires qui sont un peu laissés sur le bord de la route. Et c'est justement la question centrale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que certains endroits deviennent les centres névralgiques du monde alors que d'autres restent complètement en marge? Si on arrive à répondre à ça, en fait, on décrypte la logique qui organise notre planète aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord. La mondialisation, c'est quoi exactement? Faut pas voir ça juste comme des bateaux qui transportent des marchandises. Non, c'est bien plus que ça. Imaginez plutôt une immense toile d'araignée qui se tisse à une vitesse folle tout autour du globe et qui rend chaque point, chaque territoire de plus en plus dépendant des autres. Voilà le programme. D'abord, on va poser la carte de cette hiérarchie mondiale. Ensuite, on va zoomer sur chaque niveau, les centres, puis les périphéries, et enfin les marges. Et pour finir, on essaiera de comprendre pourquoi le monde est organisé comme ça. C'est parti. Allez, on attaque direct par le sommet de la pyramide, les centres. C'est eux les vrais moteurs, ceux qui donnent le là à l'économie mondiale, là où tout se décide. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il y a une sorte de double échelle. D'un côté, on a ces trois grands pôles, cette fameuse triade élargie. Mais si on regarde de plus près, à l'intérieur de ces pôles, le vrai pouvoir il est concentré dans des points bien précis. Les grandes villes mondiales, comme New York, Londres, Paris ou Tokyo. Et le truc, c'est qu'elles ne sont pas seules dans leur coin. Non, elles forment un réseau hyper connecté, une sorte d'archipel qui pilote toute l'économie de la planète. Bon, on a vu les centres. Maintenant, descendons d'un cran pour regarder les périphéries. Et là, attention, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé. L'intégration à la mondialisation, c'est pas un bouton on-off, genre on est dedans ou on est dehors. Non, c'est plutôt comme un curseur avec des territoires qui se sont intégrés, mais à des degrés et à des vitesses très très différentes. En gros, il y a deux cas de figure. D'un côté, ce qu'on appelle les périphéries intégrées. Pensez aux grands pays émergents, la Chine, l'Inde, la Russie. Eux, ce sont un peu les challengers. Ils montent en puissance et ils aimeraient bien rejoindre le club très fermé des centres. Et puis de l'autre côté, il y a les périphéries dépendantes. Celles-là, leur économie est très liée, très dépendante des besoins des centres, que ce soit pour fournir des matières premières ou de la main-d'œuvre à bas coût. L'exemple qui illustre ça à la perfection, c'est la Chine. Tout le monde a en tête les images des gratte-ciels de Shanghai. C'est le symbole de cette intégration à vitesse grand V. Mais cette façade hyper moderne, elle cache un intérieur du pays qui est immense, beaucoup plus rural et bien moins connecté. Et c'est ça qui est dingue. La hiérarchie mondiale qu'on décrit, elle se répète en fait à l'intérieur même des pays, comme des poupées russes. Allez, troisième et dernier étage de notre pyramide, les marges. Là, on parle des territoires qui sont largement en dehors des grands flux mondiaux. Ce sont un peu les angles morts de la mondialisation, les endroits qu'on oublie sur la carte. Alors, pourquoi cette mise à l'écart? Le plus souvent, c'est une sorte de cocktail explosif. Vous mélangez une économie très fragile, de l'instabilité politique ou des conflits qui font peur aux investisseurs, et par-dessus ça, parfois des obstacles géographiques. Par exemple, ne pas avoir d'accès à la mer. Et là, se connecter aux grandes autoroutes du commerce mondial devient quasiment impossible. Et attention, faut pas croire que cette marginalisation, c'est un truc qui ne concerne que des pays lointains, pas du tout. On la retrouve absolument à toutes les échelles. Regardez ce chiffre. 93. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de bidonvilles officiels en France métropolitaine. Ça, c'est la preuve la plus frappante que même au cœur des pays les plus riches, au cœur des centres, on trouve des poches de marginalisation. Ok, donc on a vu le comment, une hiérarchie en 3 niveaux. Maintenant, il faut s'attaquer à la question la plus importante, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que certains territoires décollent et que d'autres restent sur le tarmac? En fait, on peut résumer les raisons autour de 3 grands axes. D'abord, les acteurs économiques et leurs choix, où est-ce que les grandes multinationales décident de mettre leur argent. Deuxièmement, les infrastructures et la connectivité. Est-ce que le territoire a les bons outils, les ports, les aéroports, les câbles, pour se brancher au reste du monde? Et enfin, le cadre politique. Est-ce que c'est un endroit stable, sûr, où on a envie de venir faire des affaires? On va regarder ça de plus près. Premier facteur, et il est colossal, la mer. Il faut bien avoir ça en tête, quasiment 90% de tout le commerce de marchandises dans le monde passe par bateau. Du coup, c'est simple, avoir un accès à la mer et surtout avoir de grands ports modernes et efficaces, c'est un atout stratégique mais absolument majeur pour jouer dans la cour de la mondialisation. Et aujourd'hui, bien sûr, la connectivité n'est plus seulement physique, elle est aussi numérique. Et là, il y a un truc assez fou. 99% de toutes nos données qui voyagent d'un continent à l'autre, eh bien, elles passent par un réseau de câbles sous-marins. Un peu plus de 400 câbles au fond des océans qui sont les vraies autoroutes de l'information. Et si on superpose la carte de ces câbles avec la carte des centres de la mondialisation, c'est quasiment la même, ce qui ne fait que renforcer leur position dominante. Donc, si on récapitule, pour qu'un territoire trouve sa place dans la mondialisation, il lui faut la bonne combinaison. Il faut de la stabilité politique,
Ça, c'est la base pour attirer les investissements. Il faut des choix stratégiques faits par les grandes firmes, mais aussi par les États. Il faut un accès au réseau physique, les ports, les aéroports, et bien sûr, un accès au réseau numérique. Et parfois, une bonne coopération régionale, comme l'Union européenne, peut vraiment donner un coup de pouce. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? L'idée principale, c'est que la mondialisation, ce n'est pas du tout un processus qui rend le monde plus plat et plus égal. C'est tout le contraire. C'est une force qui trie, qui sélectionne, qui connecte de façon très inégale et qui, au final, construit une hiérarchie très nette. Et cette hiérarchie, on la retrouve partout, à toutes les échelles. En résumé, 4 points clés. 1. La mondialisation crée une hiérarchie. Centre, périphérie, marge. C'est le modèle de base. 2. Cette hiérarchie, on la retrouve à toutes les échelles, du monde entier jusqu'à l'intérieur d'une ville. 3. La place d'un territoire dans ce système, ce n'est pas le frais du hasard. Ça dépend de facteurs bien concrets, économiques, politiques et d'infrastructures. Et 4, et ça c'est super important, rien n'est figé. Cette structure bouge, avec des puissances émergentes qui viennent bousculer l'ordre établi. Et on peut finir là-dessus sur une question pour l'avenir. Avec la montée de nouvelles puissances, avec les révolutions technologiques, est-ce que cette hiérarchie mondiale va juste se renforcer ou est-ce qu'on est au début d'une redistribution complète des cartes? La question reste ouverte et c'est l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux.